Felix Baumgartner et l'équipe Red Bull Stratos sont prêts à inspirer le monde entier avec leur mission à la frontière de l'espace. Mais au cours des 7 années de préparation qui ont précédé le saut supersonique, des difficultés majeures ont dû être surmontées. Les sacrifices et les frustrations passées doivent maintenant payer. Le temps est venu pour Félix d'établir de nouveaux records et de devenir le premier homme à dépasser la vitesse du son sans avion. Octobre 2012. À l'issue du test de Brooks, l'équipe sait que ses efforts intenses ont enfin payé. La capsule est prête pour un nouveau lancement. Pendant 4 jours, l'équipe se concentre sur le saut final. Ce rêve, qui a commencé par un coup de fil 7 ans auparavant, est devenu une opération scientifique impliquant plus de 200 personnes avec un objectif historique, envoyer Félix à la frontière de l'espace et le ramener sain et sauf. Dans une telle situation où vous savez que vous pouvez y laisser votre vie, il n'y a pas de place pour l'échec. Ce qui était important, c'était de traiter notre opération comme un programme Apollo. Nous avions plus ou moins calqué nos standards sur ceux de la NASA. Nous aurions fait l'impossible pour ramener Félix sain et sauf. En ce qui me concerne, je suis sincèrement convaincu, du plus profond de mon âme, qu'il n'y avait vraiment pas de place pour l'échec. Je savais qu'en cas de défaillance de mon système, la vie de Félix pouvait être mise en jeu. La pression était donc vraiment très forte. Tout reposait sur le travail d'équipe. 200 personnes investies pour la sécurité de Félix. Il n'y avait pas de place pour l'échec. En cas d'embûche, il suffisait d'appeler Art pour qu'il vienne constater le problème et nous dire « c'est bon, on peut le résoudre ». Ma plus grande surprise, c'est qu'avec Art, nous soyons restés amis. Il y a eu tellement de hauts et de bas. Il avait un lourd poids à porter pendant ces 5 années, car il était notre directeur de mission. À la moindre difficulté, c'est à lui qu'on allait demander des comptes. Le parcours a été difficile. Félix a traversé des moments vraiment pénibles et comme tout le monde dans cette situation, on ne sait jamais si on va un jour voir le bout du tunnel. Le saut final. Une fois de plus, l'équipe Red Bull Stratos est en stand-by à cause de la météo. Les retards, la vigilance permanente et l'attente sont épuisants et éprouvants pour les nerfs. Pour moi, les vols habités, c'est un peu comme le football américain. Quand on se qualifie pour les éliminatoires, on est content d'être arrivé jusque-là. Et puis on gagne un match des éliminatoires. Là, la pression monte d'un cran. Et puis, on finit par se qualifier pour le Super Bowl. Là, on est en Super Bowl et la pression est vraiment à son comble. Plus le ballon se gonflait, et plus le vent, risquant d'annuler le lancement, diminuait. La météo était toujours le facteur clé de la mission. Du coup, c'est Don Day qui avait le plus de pression sur les épaules. Il a absolument tout fait pour créer un environnement aussi sûr que possible. Un environnement dont on soit certain qu'il allait garantir un bon lancement. L'important n'était pas l'argent dépensé, c'est la vie d'un homme qui était en jeu. Les ballons sont extrêmement fragiles avant le décollage. Au moment du lancement, le sommet du ballon Red Bull Stratos s'élèvera à 228 mètres et l'équipe ne sait que trop bien que le moindre souffle de vent peut l'endommager. Les seules chances de lancement se présentent le matin, lors de l'inversion atmosphérique. Pendant l'inversion, la Terre est enveloppée de l'air frais et calme de la nuit, tandis que les couches plus chaudes et ventées se trouvent en altitude. Mais dès que le soleil frappe le sol, des poches d'air chaud commencent à s'élever. Le vent souffle alors à plus de 3 km/h et devient une menace pour le ballon.
Le 9 octobre, jour du lancement. Les préparatifs ont duré toute la nuit. L'espoir de voir payer le travail fourni tout au long de ces années est grand. À 4 heures du matin, Mike aide Félix à enfiler sa combinaison. Félix est placé en isolement jusqu'au lancement. Il respire de l'oxygène pur afin d'éliminer l'azote présent dans son sang qui pourrait provoquer un accident de décompression une fois dans la stratosphère. C'est le moment de se concentrer et de garder la tête froide. Je me disais que c'était la dernière fois que j'enfilais cette combinaison, que c'était ma dernière phase de pré-respiration. Pour moi, rester assis dans cette combinaison est une véritable torture. C'est l'horreur. On a mal partout et on ne mange plus à partir du moment où la visière est fermée. Mais j'adorais ce moment où on me soulevait avec la grue et où je me retrouvais à l'intérieur de la capsule. Plus personne ne pouvait me toucher ni me poser de questions. Coupez le transpondeur. 10 heures du matin. Une bonne partie de l'équipe travaille déjà depuis 12 heures. Félix porte sa combinaison pressurisée depuis 6 heures. L'heure du lancement approche. La tension est à son maximum. Tout se passe bien jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas un souffle de vent quand tout à coup, une rafale surgit de nulle part. Dans la seconde qui suit, tu te dis « ce n'est pas possible ». Whoa, gusty winds. That's going to be a problem. Attendez, le directeur de vol. Désolé, mais Karsten, continue si tu peux. Je pense que c'est pas possible. Le vent est trop fort. Joe, on arrête tout? Félix, c'est fini. Le vent s'est levé. On doit annuler. Désolé. Joe et moi étions d'accord. La meilleure chose à faire était d'annuler le vol. C'était raté et on avait perdu un ballon. Si Félix s'était trouvé à 50 ou 100 mètres d'altitude quand la rafale a soufflé, ça aurait pu être terrible. Avec du recul, c'était un moindre mal d'annuler la mission, car ça aurait pu être vraiment très dangereux. L'erreur majeure que j'ai faite le 9 octobre, c'est d'avoir donné trop tard l'autorisation de déployer le ballon. On a raté une fenêtre de beau temps ce jour-là. Plusieurs centaines de personnes avaient travaillé dur pour être prêtes à temps. Tous ces efforts qui partaient en fumée, c'était une grosse déception pour tous, car nous étions à 2 doigts de décoller. C'était vraiment pas de chance. Il nous a fallu une bonne minute pour réaliser et plusieurs minutes pour se relâcher. Et puis, il faut laisser ça derrière soi, car il est possible qu'on se retrouve dans la même situation 24 heures plus tard. J'étais inquiète. J'étais dans la salle de contrôle à côté de Joe. Nous avons tout vu en direct, mais nous savions qu'il y avait un ballon de rechange et que l'équipe allait se reprendre. Nous étions confiants. L'urgence commençait à se faire sentir parce qu'on était presque mi-octobre, qu'à cette période de l'année, ce genre d'opération est de plus en plus difficile à réaliser. Mais j'étais confiant. On avait appris beaucoup de choses sur la météo et sur le timing. C'était l'essentiel. Le 14 octobre, nous n'aurions que 10 à 15 minutes de battement pour lancer le ballon. L'équipe a enduré des préparatifs et des conditions météo insoutenables qui ont épuisé l'énergie de tous, y compris de Félix. Je ne devais surtout pas tomber malade, avec tous ces gens que je connaissais autour de moi. Il y avait peut-être 360 personnes sur place cette semaine-là. On n'arrêtait pas de serrer des mains. Le moindre rhume ou la moindre grippe nous aurait contraints à tout reporter de plusieurs jours ou semaines. On se méfiait aussi des intoxications alimentaires. On allait toujours au même restaurant et je prenais tous les jours du riz avec du saumon. Comme je dis souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Les spectateurs du monde entier sont scotchés sur leur siège. Avec une couverture non-stop de près de 6 heures, la mission bat des records de retransmission en direct. Sur YouTube, le record de streaming était détenu par Usain Bolt, avec 500 000 visionnages. On se disait que c'était notre point de repère. Mais les gens de YouTube nous disaient « Non, non, vous ne ferez jamais aussi bien ». À elle seule, la mission annulée réunit 1 200 000 spectateurs en direct sur YouTube. Et plusieurs autres millions la visionnent dans les jours qui suivent. Après l'annulation du 9 octobre, on regrettait qu'il ne nous reste plus qu'un ballon. Un de plus n'aurait pas été de trop. Ce n'était pas la période idéale pour la météo.
Je me souviens m'être dit, le 14, que ce ne serait probablement pas non plus pour aujourd'hui, qu'il faudrait revenir l'année prochaine. Mon boss m'a dit « Jackie, je suis vraiment désolée, mais je dois partir. Ne sois pas triste, il y aura d'autres occasions. » J'ai le sentiment que ça ne va pas marcher. Il y avait un violent courant de jet en formation. Il n'était pas large, mais il y avait quand même 1200 mètres de vent se déplaçant à 160 km/h ou plus. Allez, ça ne va pas mal finir cette fois encore. On ne peut pas rater un autre lancement, quelles que soient les circonstances. On a souvent eu des problèmes lorsque le ballon nous a lâchés, par exemple, et même quand on pensait avoir la meilleure météo possible. Mais à chaque fois, on a remis ça et on a fait mieux la fois suivante. Alors, allons-y. Je laisse le dernier mot au colonel. Merci, Art. On peut couper les caméras, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui doit rester entre les membres de l'équipe. Le colonel Kittinger nous a tous fait lever et mettre en cercle en se tenant la main. Quand on s'est levé pour dire une prière pour Félix, c'était vraiment un moment très fort. Joe s'est adressé à son ange gardien pour qu'il reste auprès de Félix, le ramène sain et sauf et nous aide dans notre mission. On aurait pu entendre une mouche voler. Après cette prière solennelle, les caméras sont rallumées pour le cri de guerre de la mission, inspiré du cri de ralliement des troupes aéroportées de l'US Army avant l'assaut. Êtes-vous prêts à réveiller tous les ovnis et toute la ville de Roswell? Oui, monsieur. Alors c'est parti. 1, 2, 3, allez! Et encore une fois! Un nouveau ballon météo est installé devant la salle de contrôle afin de mieux prévoir les conditions atmosphériques des prochaines heures. L'espoir d'un possible lancement est entaché de sérieux doutes. Un seul homme y croit encore dur comme fer. Art n'abandonnait jamais, il était convaincu qu'il y arriverait. On s'est donc préparé pour le vol. On a vérifié tous les systèmes. Il fallait en finir rapidement pour avoir 12 vraies heures de sommeil. Quoique, vu l'état de stress de chacun, c'était déjà bien de pouvoir dormir 6 ou 8 heures. J'étais extrêmement fatigué, comme nous tous d'ailleurs, car nous devions nous lever au milieu de la nuit pour nous rendre sur place et apprendre que ça n'aurait peut-être pas lieu. Et on continuait, on prenait notre quart de nuit en quelque sorte, et la météo était finalement mauvaise. Alors, on repassait en quart de jour, et ça n'arrêtait pas de passer de l'un à l'autre comme ça. Conclusion, tout le monde était épuisé. L'équipe a commencé ses derniers préparatifs. La capsule est déplacée jusqu'à l'aire de vol. Lorsque je suis arrivé dans la salle de contrôle, Kittinger m'a dit que cela faisait exactement 65 ans aujourd'hui que Chuck Yeager avait franchi le mur du son à bord d'un avion. Je le savais aussi. Vous plaisantez, je leur ai dit. Ils ont répondu non. Non, mais quelle était la probabilité pour que cela se produise? Alors j'ai regardé Don Day, notre météorologue, et j'ai dit, Don, tout dépend de toi. Tu dois faire venir le beau temps, aucun doute là-dessus. Le moment est venu de préparer le ballon. L'équipe dispose d'une unique chance. Une fois déplié, le ballon ne pourra pas être réutilisé. La procédure se déroule dans les 8 heures qui précèdent le lancement et inclut les 60 minutes du minutieux gonflage à l'hélium. Il y avait un courant de jet de 220 km/h, ce qui était une raison suffisante pour annuler le lancement ce jour-là. En raison de la taille du ballon, il est un peu risqué de le lâcher par un courant de jet de cette violence, car cela peut exercer une tension sur le ballon. Le sommet du ballon pourrait alors se déplacer à 220 km/h, tandis que la base ne se déplacerait qu'à 130 km/h, ce qui pourrait littéralement couper le ballon en deux. Nous ne commencerons à gonfler le ballon que lorsqu'il sera entièrement déployé. Ça nous laissera une petite marge de temps. Nous avons commencé 1h30 plus tôt, malgré des vents encore violents, parce que je savais par expérience qu'ils allaient très certainement tomber. Le matin du grand saut, Félix dormait dans la caravane, mais j'en savais rien. Je faisais le va-et-vient avec la salle de contrôle pour organiser la suite des événements. J'ouvre la porte et je vois Mike tout debout. « Salut Mike, ça va ?» Mon rôle à cette étape était de l'aider à rester aussi calme et aussi à l'aise que possible.
En fait, avant de réaliser une telle performance, on devient sensible au moindre stimulus. Ça s'est passé comme ça. Félix s'est assis d'un bond, il était allongé sur son lit juste avant le saut. Il m'a regardé et j'ai dit « Désolé ». Et je suis ressorti aussitôt. C'est le bruit. Si une porte s'ouvre, on attend qu'elle se referme. On entend absolument tout. On est en hyper-alerte. On a essayé de l'isoler à tout prix. Un peu comme un sportif avant une compétition olympique. Je me sentais comme un boxeur avant un combat. Et selon moi, on n'a pas tellement envie de parler dans ces moments-là. Félix ressentait une certaine appréhension. Je pouvais l'entendre dans sa voix et le lire sur son visage, mais c'était justifié. C'était plus que justifié car il était sur le point de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant lui. J'ai eu plusieurs moments de faiblesse tout au long de ce projet. C'était toujours lui qui me poussait à réagir, mais toujours avec mesure. Il n'était pas spécialement autoritaire, mais au son de sa voix, je savais quand ce n'était plus le moment de tergiverser. Le vent se calme à l'approche de l'aube. Le dernier lancement possible aura lieu d'ici 2 ou 3 heures. Il est impératif que l'équipe profite de cette petite fenêtre, sinon la mission devra être reportée d'1 an. Si j'avais laissé paraître trop de stress ou trop d'indécision, cela aurait clairement affecté le reste de l'équipe. J'étais en phase de pré-respiration et je me disais que s'ils étaient capables d'envoyer ce ballon dans l'espace, c'était presque gagné. Nous savions que c'était notre dernier ballon, ce qui ajoutait de la pression sur l'équipe. Nous savions que la fenêtre météo était toute petite et que le temps était compté. Mais je pense que tout le monde était conscient, savait que c'était notre dernier jour, notre dernier ballon. Et quand on sait qu'il faut se donner à 100% pour avoir une chance d'y arriver, eh bien, on se donne à 100%. Et ça marche. Personne ne veut envisager le pire scénario. Néanmoins, le danger est réel et il faut prendre les mesures adaptées. Si jamais ça se passe mal, il faut envoyer un communiqué de presse. Et bien sûr, il fallait que je jette un œil à ce communiqué avant mon saut. Cela a fortement énervé ma compagne, mais je pense que c'est simplement un acte professionnel. C'était la même chose lorsqu'ils sont allés sur la Lune la première fois. Nixon avait déjà préparé un discours face caméra pour le cas où il ne reviendrait pas. Ça a atterri aux archives et personne ne l'a jamais vu. Si tout se passe bien, il y a un communiqué de presse inutile. Et si ça se passe mal, eh bien, il faut y penser aussi, même si on espère tous que ça ne sera pas le cas. Ici, la salle de contrôle. Félix est en train de quitter la caravane Airstream. Il va être transporté dans la capsule Stratos. L'anxiété monte d'un cran. On se demande si on a bien tout vérifié correctement. On fait une double vérification en passant mentalement en revue tous les points de sa liste. Je me rappelle très clairement que je me disais, ça y est, c'est peut-être le grand jour, aujourd'hui, pour de bon. Ok, c'est parti. Le ballon est en train de s'élever. La queue s'élève aussi. On va avancer maintenant. On reste droit. C'est parfait jusque-là. On relâche, on relâche. Je n'ai presque rien senti tellement ça s'est fait en douceur. Ils ont parfaitement géré. À ce moment, j'ai su que c'était presque gagné. C'était notre bébé qui s'envolait. Je veux dire que nous étions tous un peu comme les parents de ce gigantesque projet, que nous lâchions maintenant dans la nature.
Le lancement était réussi, tout le monde était heureux, mais je restais tendue car il pouvait encore se passer tellement de choses. Nous venions de lancer une mission très dangereuse. Ce n'était que le début et ce n'était pas encore terminé. Mais déjà, c'était bien parti. Il fallait maintenant dépasser la limite fatidique des 1200 mètres pour sortir de la zone à risque. Une fois à 1200 mètres d'altitude, j'ai réalisé que c'était presque gagné. Bon boulot, Félix. Tu es en route pour l'espace. Altitude de la cabine. Bonne trajectoire, bonne vitesse, tout a l'air OK. Altitude actuelle, 7620 mètres. Félix, tu as dépassé les 9000 mètres. Tout a l'air OK. On est dans le vert. Tout est parfait, Félix. Tout est parfait. Continue comme ça. On est dans le vert. C'est du bon boulot. Je confirme, tout est OK. Pas d'alerte. Merci, monsieur. J'étais content de savoir qu'il y avait quelqu'un en bas, en l'occurrence Joe Kittinger, qui savait ce que j'étais en train de vivre. Ça m'a beaucoup aidé. Il sait comment lancer un ballon, il sait comment pousser et commuter les boutons, notamment ceux de la capsule. Il sait ce que ça fait d'être dans une combinaison pressurisée. Il sait à quel moment lâcher un peu de lest ou au contraire mettre un peu la pression. Ça me convenait parfaitement. J'étais vraiment content qu'il se charge de tout ça. Il y a 3 choses absolument indispensables pour réaliser ce genre de projet. C'est une question de confiance. Il faut avoir confiance dans son équipe. On ne doit douter de personne. Ensuite, il faut avoir confiance dans son matériel. Enfin, il faut avoir confiance en soi. Si l'une de ces 3 conditions n'est pas remplie, ça risque de poser problème. À 18 000 mètres, la mission est à 2 doigts d'être annulée. Je tournais le bouton jusqu'à 10, donc le chauffage de visière aurait dû augmenter. Normalement, on sent la chaleur dans le casque, mais je ne sentais rien, donc je savais qu'il y avait un problème. Je crois que le chauffage de visière ne fonctionne pas. Il est en permanence à 10. Phil, contrôle ton écran. On avait décidé d'un code pour le cas où il y aurait un problème. Lorsque Joe a dit « Phil, contrôle ton écran », cela signifiait « couper la communication avec le public ». Et ensuite, Félix a dit « J'ai un problème, je crois que ma visière ne fonctionne pas ». Et je me suis dit, mon Dieu, dites-moi que ce n'est pas vrai. Toute la salle de contrôle le regardait, les yeux rivés sur l'écran. C'est ça. Elle se couvre de buée quand j'expire et ça ne se dégage pas jusqu'à ce que j'inspire. C'est l'oxygène qui dégage ma visière, pas la chaleur. La visière du casque est constituée de 111 filaments électriques ultra fins qui empêchent la formation de buée. Cette situation est critique. Sans système de chauffage, la visière va givrer pendant la chute libre. Félix ne pourra alors plus consulter l'altimètre accroché à son poignet, ni regarder l'horizon pour s'orienter correctement. Il se forme un peu de condensation dans le masque, puis ça se dégage. C'est comme ça que fonctionne le système. Il l'avait déjà constaté lors de l'entraînement, mais il avait beau le savoir, il était persuadé en son fort intérieur que le système ne fonctionnait pas correctement. Regardez, vous voyez? Si je n'inspire pas, la buée reste. Regardez encore une fois. J'inspire. C'est ça qui désembue la visière, pas ce du chauffage. J'ai expliqué à l'équipe que peu importait ce que nous pensions, l'important était ce qu'il pensait lui, et rien d'autre. Lorsque Félix se débranchera du réseau de la capsule, il doit être sûr que l'énergie fournie par son chest pack sera suffisante pour chauffer la visière pendant son saut. Mais Félix a souvent douté du chauffage de visière. Et maintenant, il craint que ça ne fonctionne pas au moment voulu.
Est-ce que je peux me débrancher un instant pour voir si ça remonte? Parce que quand je serai dehors, je ne pourrai pas sauter si ma visière gèle ou est embuée, ni retourner dans ma capsule. C'est vraiment un problème, Joe. J'ai besoin d'une réponse. Il y avait une forte résistance de la part de l'équipe de contrôle, car ils craignaient de perdre définitivement la communication. Alors j'ai dit à Félix, si pour une quelconque raison la communication est coupée, tu devras déterminer toi-même si ça fonctionne ou pas, et nous l'indiquer en levant ou en abaissant ton pouce. Et si tu nous dis que ça ne fonctionne pas et que nous ne pouvons pas communiquer par radio, tu devras retourner dans ton siège et boucler ta ceinture, car nous te larguerons du ballon. Nous ramènerons alors la capsule avec toi à l'intérieur. Est-ce que je peux me déconnecter maintenant pour voir si ça fonctionne? Si tu as bien compris le code, pouce levé ou abaissé, alors vas-y. Déconnecte-toi et on verra dans quelques minutes si ton chauffage de visière fonctionne. Si c'est le cas, tu pourras te reconnecter pour rétablir la communication. C'est un moment d'insoutenable tension pour l'équipe qui craint désormais que la mission ne soit annulée. Au final, en se branchant sur le circuit externe, Félix a pu s'assurer que le chauffage fonctionne. Cependant, pourra-t-il rétablir la communication avec l'équipe? Félix, est-ce que tu m'entends? Oui, monsieur, je vous entends. Malgré les inquiétudes, la communication est rétablie. Le risque à payer, Félix sait désormais que son chauffage de visière fonctionnera pendant sa chute. Félix, on est à 36 000 mètres d'altitude maintenant. Si tu es prêt à le faire, je te repasse Joe pour passer en revue la procédure de sortie. Ok, est-ce que tu es prêt pour la procédure de sortie? Ok, Joe, je suis prêt. Ok, c'est parti, Félix. Étape 1. Dépressurise la combinaison et remets le tuyau et le bouchon en place. Ce moment où Joe Kittinger m'a dit « Félix, étape numéro 1 », c'était vraiment très fort. Parce que si ces 40 dernières étapes se passaient correctement, j'allais bientôt me retrouver à l'extérieur. Ouvre la porte et enclenche la butée, Félix. Porte ouverte, butée enclenchée. Voilà, on y est. Le monde est à tes pieds. Pendant l'ascension, il avait un rythme cardiaque normal, compris entre 60 et 100 battements par minute. Une fois la capsule dépressurisée et sa combinaison gonflée, c'était à lui de jouer. Il avait 50 kilos de matériel à porter. Son rythme cardiaque a augmenté. Il a atteint son maximum quand Félix s'est levé pour s'avancer et se mettre debout sur la plateforme. Son cœur battait à 160 environ et le mien à 200, car je savais exactement ce qu'il avait sous les yeux. Bon boulot. Maintenant, mets-toi debout sur la plateforme extérieure. Garde la tête en bas. Desserre l'attache de ton casque. Il se trouve maintenant à un point de non-retour, car il a déjà débranché ses tuyaux d'oxygène. Il a desserré l'attache de son casque et se trouve en position verticale. Il ne pourrait pas faire demi-tour s'il le voulait. Le monde entier est en train de regarder, et j'aimerais que vous voyiez ce que je vois. Parfois, il faut monter très haut pour comprendre à quel point on est petit. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essayé de profiter à fond de ce moment avant de faire un pas en avant et de réaliser un peu inquiet que je venais de faire un pas dans l'inconnu. Je rentre à la maison. Il a sauté. Peu importe votre maîtrise, champion du monde ou pas, il y a 50 secondes où tout ne dépend plus que de la manière dont vous vous élancez de la plateforme.
Ma sortie était parfaite. Je me suis parfaitement élancé. À ce moment précis, nous étions sûrs d'avoir choisi la bonne personne, car il était vraiment dans son élément. Toute la salle de contrôle a retenu son souffle en se demandant ce qu'il allait se passer dans les 30 ou 40 secondes à venir. Juste après m'être élancé, j'avais l'impression de flotter. Je n'avais encore aucune vitesse, mais ensuite j'ai accéléré. Bien sûr, j'entendais l'air me frôler de plus en plus vite, mais ce n'était pas une indication fiable. En fait, il n'y a aucun point de référence. Vitesse 879 km/h. Il commence à tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, il ne doit pas être en rotation quand il atteint la vitesse du son. Il finit par se stabiliser et après 5 rotations, il arrête complètement de tourner. Il n'avait aucun contrôle aérodynamique et ne s'est stabilisé que par le contrôle de son corps. Si on regarde sa combinaison, elle ne flotte pas. Il le fait, il est à la vitesse du son, mais son équipement ne flotte pas sur sa combinaison, car il est dans le vide. Pendant sa descente, je pouvais mesurer sa vitesse par rapport à celle du son, ce qui m'a permis de savoir précisément à quel moment il a franchi le mur du son. C'était exactement 34 secondes après s'être élancé. Vitesse 1046 km/h. Nous avions 4 équipes réparties sur le terrain, une équipe vidéo et les équipes de récupération, plus un rancher. Tous l'ont entendu passer le mur du son. Boum boum. C'était lui, ça? Ouais. Le bang supersonique se produit loin derrière soi. Pendant la chute, je ne savais pas si j'avais dépassé la vitesse du son ou pas. Et honnêtement, cela n'avait aucune importance à ce moment-là. Alors que Félix se rapproche de la Terre, des ondes de pression et de choc se forment autour de lui. Lorsqu'il atteint la vitesse du son, les ondes sont comprimées juste devant lui. Et lorsqu'il franchit le mur du son, un bang retentit, indiquant qu'il se déplace plus vite que le son. Jusqu'à ce jour, personne n'avait jamais franchi le mur du son sans la protection d'un avion. Donc, personne ne savait quel impact cela pourrait avoir sur un organisme humain. Par bonheur, Félix en réchappe sain et sauf. Cependant, c'est après avoir dépassé la vitesse du son que les choses se compliquent. Dans le vide, si on ne contrecarre pas un mouvement, c'est fini. Et il est parti en rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vitesse 1167 km/h. Il était pris dans une vrille à plat inversé. Il était à l'envers et tournait sur lui-même avec le sang qui affluait dans la tête et les pieds. Et lorsqu'il est sorti de la vrille, j'étais sous le choc. Mais bon, c'était fini, mais quand même. Alors je me suis dit, OK, on mobilise les équipes, qu'elles se préparent au scénario le pire. Tout le monde se disait « Oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» En essayant de réfléchir à un moyen de stopper sa rotation, il s'est mis dans une position encore plus asymétrique, ce qui a déclenché cette vrille à plat. J'avais du mal à me concentrer, mais je ne saurais pas dire si j'étais sur le point de m'évanouir ou pas. C'était vraiment difficile. J'ai lutté pendant toute la chute. Luc lui avait dit « Si tu perds le contrôle, reviens aux bases ». Félix rabat ses bras et teste la réaction de l'air. Il essaye de sentir ce qui se passe. Et vers la rotation 14, il étend ses bras comme ça et cambre son dos. Et de se cambrer comme ça lui permet de se replacer sur son axe, de se retourner de nouveau et finalement de se stabiliser. Rien que d'en parler, c'est ce sentiment d'effroi que j'ai ressenti ce jour-là qui me reprend. Une fois stabilisé, on s'est senti... Toutes les personnes présentes dans la salle de contrôle ont commencé à respirer.
Ce jour-là, après la vrille, une fois stabilisé en chute libre, une fois que je savais que tout allait bien, je me suis quand même dit que j'aurais bien aimé être à sa place. Tant que le parachute n'est pas ouvert, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà le parachute, voilà le parachute. Même si le parachute était ouvert et que la voile était bien tendue, on se disait encore, bon, il a l'air sain et sauf. Mais c'est seulement quand ses pieds ont touché le sol qu'on a pu se relâcher vraiment. Je n'ai pas pu me relâcher avant qu'il n'ait atterri. C'est un moment qui restera gravé dans mon esprit et dans mon cœur pour le restant de mes jours. Lorsqu'il a touché le sol et que je me suis dirigé vers lui, j'étais vraiment ému. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je me suis tourné vers le médecin. Je n'étais pas sûr que cette sensation soit tout à fait normale. À ce moment-là, j'étais le plus heureux du monde. Mike était juste là. Je veux dire, rien que de voir le visage de Mike Toth, c'était incroyable. C'était flippant. Tu peux même pas imaginer. Je venais de perdre tout le poids que je portais sur les épaules. Je voulais prendre le monde entier dans mes bras. Ah, mon ami. Sans lui, je n'aurais jamais pu y arriver. Rien n'aurait été possible sans notre travail d'équipe. Et voilà, il était là devant moi, sain et sauf. Waouh! La réaction des médias du monde entier est stupéfiante. Tous les yeux sont braqués sur le saut de Félix. Ça s'est passé en temps réel. Du coup, les gens ont pu y assister, ils ont eu le temps de s'impliquer et au final, tout le monde voulait vraiment que ça ait lieu. C'est incroyable que nous ayons touché autant de gens. Presque la moitié de la population mondiale a pu être exposée à un Red Bull Stratos. Parfois, il faut monter très haut pour comprendre à quel point on est petit. Voilà les mots prononcés par Felix Baumgartner avant son saut depuis la stratosphère. Le monde a besoin de héros. Aujourd'hui, il en a trouvé un. J'ai toujours adoré les liaisons en hélicoptère après les tests à 22 000 ou 27 500 mètres. On a atterri, on est soulagé, on a réussi. Et là, il y a environ une demi-heure d'hélicoptère où l'on est assis tranquillement et où l'on profite de l'instant présent. C'était des grands moments. Et le dernier jour, bien sûr, on sait que c'est terminé, qu'on n'aura plus jamais enfilé cette combinaison, qu'on n'entrera plus jamais dans cette capsule. C'était vraiment bon. C'est là que j'ai fondu en larmes. C'était un moment vraiment émouvant. Quand j'ai atterri, j'ai vu la foule qui m'attendait dehors. Toute l'équipe était au balcon. J'ai vu Joe Kittinger, ma maman, ma compagne. Art Thompson était le premier à me prendre dans ses bras. Il m'a dit « Félix, on a réussi ». Et puis Joe Kittinger m'a fait son grand salut et ma maman, elle avait les larmes aux yeux. Après avoir atterri, je lui ai dit « Maman, c'est terminé. Fini les opérations dangereuses. Je crois que le moment est venu de me retirer officiellement des activités extrêmes. » Cette soirée-là marque la fin de l'aventure historique de l'équipe. Mais il y a peu de temps pour faire la fête. Le matériel doit être emballé dès le lendemain et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, la vie après Red Bull Stratos. Cette nuit-là, je voulais essayer de voir tout le monde. On s'est tous retrouvés, on a discuté, on a pris le temps de s'écouter et on a essayé d'en profiter autant que possible car on savait que ça ne durait plus très longtemps.
Plus de ballons, plus de combinaisons, plus rien, c'est fini. Le site était désert alors que la veille, il comptait encore 400 personnes en pleine effervescence. J'ai fait le tour, et je suis monté à l'étage et je suis tombé sur Félix qui était assis dans la salle de contrôle. Il était en train de regarder le lever de soleil. Le soleil était en train de se lever. Moi, j'étais assis là. C'était la première fois que je voyais le soleil se lever hors de ma combinaison. Je respirais de l'air, pas de l'oxygène pur. Je respirais de l'air et je sentais la douce chaleur du soleil à cet instant. C'est là que j'ai réalisé pour la première fois l'exploit que nous avions accompli. En rentrant à l'hôtel, sur le chemin du retour, je me sentais comme un petit enfant qui a ouvert tous ses cadeaux de Noël. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je me suis senti un peu déprimé parce que je n'avais plus rien à faire. J'avais concentré toute mon énergie sur ce projet. Pour Art, ce n'était pas rien. Il y avait consacré 7 ans de sa vie. Je suis sûr qu'il ressentait un vrai manque, maintenant que tout était terminé. Joe m'appelait parfois le matin et me disait « Art, tu sais quoi? Je me suis levé ce matin en disant à Chérie qu'il fallait que je t'appelle pour savoir quel était le prochain test. Et puis j'ai réalisé que... Oh, mais c'est vrai, on l'a fait. » Je me suis retrouvé un jour devant la porte de mon garage à me demander ce que j'allais faire maintenant. Mais j'ai réussi à retrouver une vie sociale. Je garde un excellent souvenir de tout cela et je suis surtout heureux pour Félix. Quant à Félix, il s'est retrouvé pris dans le tourbillon des apparitions TV, des innombrables interviews et des interminables photos avec ses fans du monde entier. C'était fou l'impact que nous avions eu sur le monde entier. Tellement de gens se sentaient concernés. Ce saut depuis la frontière de l'espace inspire de nombreux artistes dans le monde entier, des dessinateurs de BD aux réalisateurs de films. Grâce aux réseaux sociaux et à Internet, Red Bull Stratos explose dans la culture populaire mondiale. Le monde politique rend également hommage à Félix en l'invitant au siège de l'ONU à New York pour lui faire une proposition. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, m'a invité au siège des Nations Unies et m'a dit « Félix, j'ai suivi ton exploit à la télévision avec mes 2 enfants. C'était la première fois que je les voyais rester tranquilles 2 heures d'affilée devant le téléviseur. Je n'en revenais pas, alors je me suis dit, si mes enfants sont à ce point impressionnés par ce que fait ce gars, il faut absolument qu'ils deviennent ambassadeurs auprès de la jeune génération. » Où qu'il aille, les fans affluent autour de Félix. Il est passé au rang d'icône, de modèle et pour les jeunes, de super-héros. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai reçu une photo sur laquelle on pouvait voir un petit garçon de 10 ans assis dans un fauteuil roulant. Son père lui avait construit un vaisseau spatial et avait installé le fauteuil au milieu. Le garçon portait une combinaison d'astronaute avec écrit « Félix Baumgartner » et Red Bull dessus. C'était tellement émouvant de voir ce petit garçon témoigner ainsi de l'admiration qu'il portait à Félix Baumgartner. Félix lui avait fait une telle impression. Voilà, c'est une histoire comme on en a tous sur l'influence et l'impact que ce projet a eu sur les jeunes enfants. Plusieurs écoles de mon quartier et de ma région ont suivi le projet depuis le début. Les professeurs s'en servaient dans leur classe pour enseigner aux enfants des rudiments de météorologie, de physique et d'astronomie. J'adore en parler dans les écoles et voir les yeux des enfants s'illuminer quand ils voient ces images. Si la mission a inspiré les jeunes générations, elle a aussi redynamisé les générations plus anciennes. Je crois qu'aucune génération n'y est restée insensible. Art, John et l'équipe scientifique participent à des conférences dans le monde entier et présentent les découvertes de la mission à des experts en aviation et en aérospatiale.
C'est étonnant de voir que Red Bull Stratos a suscité l'enthousiasme aussi bien parmi les écoliers du primaire que parmi les physiciens et les docteurs en sciences. Nous avons appris des choses sur les sciences et la technique grâce au projet Red Bull Stratos. D'un point de vue scientifique, nous avons surtout compris comment le corps humain réagissait dans les conditions extrêmes de la stratosphère, lors de la phase de descente, avec les conditions environnementales et les écarts de température extrêmes. L'autre résultat scientifique, c'est que Félix a prouvé que ce que nous avions fait en 1959, 1960 était correct. Alors qu'il compte 2500 sauts à son actif, Félix a terminé sa chute en vrille. On peut facilement imaginer ce qui se passerait avec un pilote dont ce serait le premier saut. Félix a ainsi prouvé qu'un cône de stabilisation est indispensable pour revenir sain et sauf sur Terre. Les résultats révolutionnaires de Red Bull Stratos ont reçu les honneurs des experts et diverses récompenses. Développé conjointement par Red Bull et l'équipe Stratos, le projet marque un tournant en matière de sécurité sur les vols spatiaux habités. Après la catastrophe de Challenger, il est apparu comme essentiel de mettre en œuvre un système d'évacuation de l'équipage embarqué. Or, ce sont les expériences recueillies lors des précédents sauts à haute altitude qui ont permis de fixer l'altitude limite. Pour moi, l'équipe Stratos Red Bull a donc avant tout permis de faire reculer les limites du possible. Les résultats de cet exploit sont particulièrement bénéfiques pour les experts en aérospatial qui pourront revoir leurs engins et leurs systèmes à partir des connaissances acquises lors de cette expérience. Pour John Clark, qui a perdu sa femme dans la catastrophe de la navette Columbia, ces découvertes revêtent une importance particulière. La NASA a besoin de ce genre d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que John a tiré son savoir des accidents de la NASA pour ensuite l'appliquer au programme Stratos. C'est ce qui fait le véritable succès de la mission. Lorsque la navette spatiale Columbia s'est désintégrée, elle se trouvait à 42 000 mètres d'altitude, soit 3 000 mètres de plus que nous. Or, Félix a prouvé que l'on peut survivre au passage du mur du son. Il est donc possible de s'en sortir à l'altitude où les navettes peuvent se désintégrer. Voilà la contribution inestimable qu'a apporté notre projet. Est-ce que cela fera une différence pour les futurs équipages en termes de mesures d'évacuation? On peut parier que oui, en effet. En plus de contribuer aux avancées de la recherche et de la technologie, la mission Red Bull Stratos est entrée dans les livres d'histoire. Felix Baumgartner est en effet le premier homme à atteindre une altitude aussi élevée à bord d'un aussi grand ballon. En sautant depuis l'altitude de 38 969,4 mètres, Félix a battu le record du saut en parachute le plus élevé. Félix a atteint la vitesse d'un avion de ligne en 30 secondes seulement. Il franchit le mur du son 34 secondes plus tard exactement, soit à 33 446 mètres, alors que son casque se met à vibrer. Felix Baumgartner devient ainsi le premier homme à dépasser la vitesse du son sans l'assistance d'un moteur. Félix continue d'accélérer. 50 secondes plus tard, il atteint sa vitesse maximale, 1357,6 km/h. Il bat ainsi le record de vitesse officiel d'un homme en chute libre. Félix ouvre son parachute à 1500 mètres d'altitude après 4 minutes et 20 secondes de chute libre, soit 16 secondes plus tôt que Joe Kittinger en 1960. Cependant, Joe utilise un cône de stabilisation, ce qui avait ralenti sa chute. La durée d'une chute libre n'entre pas dans la catégorie des records, contrairement à la distance parcourue. La chute de Joe avait été mesurée en temps. Donc les gens regardaient le temps que durerait celle de Félix. Mais ce n'est pas un critère valable, car si vous y réfléchissez un peu, plus on va vite, plus le temps réalisé est court. Or, qu'est-ce qui compte le plus? Clairement, ce qui compte le plus, c'est la distance parcourue. Autre record officiel, la distance parcourue en chute libre, soit 36 402,6 mètres.
Je pense que nous n'aurons pas à attendre 50 ans pour qu'un autre aille encore plus haut. Mais il ne sera plus le premier à franchir le mur du son. Le premier à franchir le mur du son reste le plus important, comme Chuck Yeager. Tout le monde se souvient de Chuck Yeager. En revanche, personne ne sait qui a atteint Mach 2 ou Mach 3. C'est le destin qui a voulu que ça se passe le jour du 65e anniversaire du vol de Chuck Yeager. Et en plus, vous savez quoi? La vitesse du son, Mach, Mach 1, etc. Eh bien, celui qui a inventé la classification de la vitesse du son, c'était un Autrichien. Il est mort il y a très longtemps, en 1916. N'est-ce pas incroyable que ce soit un Autrichien qui dépasse la vitesse du son à Mach 1,25, alors que c'est précisément un Autrichien qui a inventé ce nombre? C'est vraiment très fort. Felix Baumgartner termine sain et sauf sa chute de 9 minutes depuis la frontière de l'espace. Red Bull Stratos est entré dans l'histoire, a permis de repousser les limites de la performance humaine et a inspiré la jeune génération de scientifiques et d'aventuriers. Nous n'avons jamais baissé les bras. Nous sommes sans cesse allés de l'avant, un pas après l'autre pendant tant d'années, jusqu'à finalement atteindre notre objectif. Ça me motive de voir que tant d'enfants à travers le monde rêvent désormais de science ou d'aérospatiale, car c'est l'un des effets que j'espérais de ce projet. Trouver le moyen de stimuler la nouvelle génération. J'ai un fils qui vient d'avoir 18 ans, et il a vécu beaucoup de moments difficiles après le décès de sa maman. Bref, ces 4 dernières années, il a dû accepter mon absence, car j'étais monopolisé par ce projet. Mais après coup, il m'a dit qu'il était très fier que j'ai participé à ce projet. Et ça fait du bien d'entendre ça de la bouche de son fils, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et pour moi, c'est un peu comme une récompense personnelle. Art a parfaitement résumé les choses en disant « Je partais en quête d'une équipe et j'ai trouvé une famille ». Il avait confiance en moi et pouvait compter sur moi. Stratos a changé ma vie car j'ai découvert que j'étais capable d'accomplir plus de choses que je ne pensais. Il n'existe pas de limite. Ce qui semble être une limite aujourd'hui ne le sera plus dans 20 ans. Le progrès ne s'arrête jamais. Nous pouvons donc continuer d'explorer. Alors, ne nous arrêtons pas là.